Nous arrivons avec ce 10e chapitre de présentation du template basique pour Roboscara. Nous arrivons donc à la fin des parties purement robotiques, compréhension, explication et développement à partir de ce template. Je voudrais dans ce 10e chapitre parler de plusieurs petites choses qui sont incluses, qui sont intéressantes à connaître. Je vais vous parler en premier lieu de la séparation des données et du code. C'est un concept que j'avais déjà évoqué il y a quelques chapitres. Je voudrais vous montrer concrètement la puissance de cette séparation. Allons voir dans le code. On voit, je trouve, la meilleure explication dans le robot manager. Il arrive dans des applications complexes qu'on ait beaucoup de données, beaucoup de variables globales et on peut arriver finalement à se perdre un petit peu dans l'ensemble des données nécessaires à une machine. Ici, finalement, pour l'automaticien, pour la personne qui s'intéresse à la partie applicative, on voit finalement des choses assez compactes. On gère un mode de marche, on gère un mode manuel, on gère un mode automatique avec finalement deux structures de données de haut niveau. La user robot, qui est une structure très riche avec beaucoup de détails, et la structure de commande applicative qui est relativement légère, où on va trouver finalement beaucoup de basculaires S qui vont pouvoir nous permettre de piloter le robot simplement, éventuellement même dans une séquence de code en graph set ladder. Voilà, je trouve que voilà, synthétiser les modes de marche, le mode auto et le mode manuel avec ces trois lignes et finalement ces deux structures, ces deux macro-variables, je trouve que c'est une approche très très intéressante. Voilà. Un autre atout, hein, quand on va dans la fenêtre Watch, on peut finalement, avec une seule variable en tant que point d'entrée, on peut accéder à toutes nos variables intéressantes. Je l'avais dit dans un des premiers tutoriels, je le rappelle, dans Structure User Robot, on a toute la décomposition que l'on va trouver en dessous de la macro structure User Robot. Voilà, chacune de ces structures ici est définie à cet endroit. Le pilotage des axes motion. Donc ce template n'est pas complètement étranger au template motion. Comme je vous l'avais dit, j'ai voulu volontairement garder un équipement module avec deux axes pour vous permettre de faire des copier-coller adaptés si besoin et pour vous montrer que finalement la robotique n'est qu'une extension du motion puisqu'on retrouve cette même hiérarchie de main machine, équipement module et axe ou robot. Donc, deux function blocks importants à connaître pour la partie motion. Alors cette fois, on va voir dans équipement module motion et dans divers FB, on a ce function block best of et sa visu associée, la visu best of. Alors, ce function block best of, donc le code est disponible, finalement, comme son nom l'indique, il sert à faire une synthèse des données intéressantes pour piloter du motion. Ces données, on les retrouve dans la visu main table. Alors, elle est sur la droite, on ne l'a pas exploitée pour le moment, mais ce sont finalement position, vitesse, le diagext et les commandes qu'on peut envoyer sur l'axe. Voilà, le function block best of et sa visu finalement ne servent qu'à mettre à jour ces données très intéressantes pour la simulation, pour la visu. On va trouver un deuxième function block qui s'appelle commande de base, qui est finalement un function block qui sert à, à traiter toutes les actions, tous les modes de marche qu'on peut demander à un axe. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans ce chapitre-là, je vous informe juste que ça existe. Ce function block va traiter les commandes pour le mode endless, pour faire du mode manuel, pour faire des homing, pour débloquer le frein, pour faire du positioning, etc. Je ferai un tutoriel spécifique pour ce function block de commande de base. Retenez qu'il permet, qu'il est un petit peu comme le RoboMotion, il va être commun
à tous nos axes. En s'appuyant sur une base de données, il va permettre de factoriser beaucoup les commandes élémentaires qui, quand on modélise bien le système, finalement, sont toujours plus ou moins les mêmes. Alors, je dirais qu'à l'image du RoboMotion, ce function block commande de base va utiliser au niveau bas la structure axe applicatif. Vous voyez, on retrouve des grandes similitudes avec les commandes appli robot. Voilà, on va trouver des basculaires S pour faire du positioning, pour faire du endless, pour faire du stop, etc. etc. Voilà, des informations de retour, est-ce que mon axe est en multicam running, etc., etc. On va trouver la température du codeur, beaucoup de similitudes. Sa position, sa vitesse, son entrée de position, de vitesse, etc. Je vous montrerai sur la visu, plus concrètement, l'intérêt de ce function block-là. Je vais le faire d'ailleurs tout de suite avant de passer à la suite. Alors, je me reconnecte au contrôleur. Je vais refermer ça et ne garder que la main table. Alors, je l'ai appelé main table, bien évidemment. Vous pourrez renommer avec autre chose, bien sûr. Alors, donc, les commandes DAX, on va les trouver donc ici. On ne les a pas utilisées encore pour le moment. Donc, je vais enlever l'arrêt d'urgence. Je réarme. Diagkit. Voilà. Eh bien, comme je faisais pour le robot, j'ai mes axes ici. Je peux les jogger. Voilà, je vois au fur et à mesure la vitesse, la position qui change. Je peux faire du endless sur un axe. Bon, je n'ai pas préparé avant la démonstration, peu importe. Voilà. Sachez que ça existe. Je ferai un chapitre dédié à cela. S'il n'y a pas d'axe motion dans votre machine, ce qui est rare, hein, en général avec un robot, on a toujours des axes motion autour. Voilà, c'est une brique qui est là, qui vous permettra de développer rapidement également. La structure interface pilotage machine dans le Robot Manager. Eh bien, celle-là, c'est un petit peu, c'est toujours le même principe, je dirais. C'est une structure interface machine. Alors, historiquement, sur les templates où on n'avait pas de robot, c'était un petit peu la structure maîtresse de la machine. Donc, on retrouve dans cette structure d'interface pilotage machine des basculaires S pour pouvoir faire changer l'état du réseau Cercos. On va pouvoir trouver une variable pour limiter les courants de tous les moteurs en phase de mise au point. On va trouver les 2 bits dont j'ai parlé dans le chapitre précédent, l'emergency stop immédiat et temporisé. On va trouver également de quoi lancer les command tables au niveau de l'équipement module. Et on va trouver des structures détaillées, les structures d'axe applicatif, une par axe, ce qui permet de pouvoir accéder finalement à l'ensemble des données clés de la machine par un seul point d'entrée. Hein. Toujours le même principe, je sépare le code qui traite des données et qui transforme des données en un comportement de machine, hein, et j'essaye de synthétiser l'ensemble de mes données par quelques points d'entrée de haut niveau pour être le plus structuré possible et éviter des centaines de variables globales un petit peu dans tous les coins. Voilà. Je voudrais vous parler rapidement également des Poo for Implicit Check. Alors c'est quelque chose de très 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 pratique, les Poo for Implicit Check. Donc si vous ne les avez pas dans un projet sur lequel vous travaillez aujourd'hui, sachez que c'est très simple, il suffit de faire add object et Poo for Implicit Check, on les retrouve ici et automatiquement ça insère ces function blocks là. Donc ça vérifie que les indices de tableau ne débordent pas, c'est très important. Hein. Un indice de tableau qui déborde, ça va écrire là où il ne faut pas et ça génère des bugs très difficiles à trouver. Donc c'est une sécurité. Ça va vous protéger, par exemple, des divisions par zéro. Ça va surveiller les pointeurs, que les pointeurs ne partent pas dans des zones interdites, etc., etc.
Alors, certains de mes collègues disent que il faut les enlever une fois que le développement est terminé parce que ça prend de la charge CPU. C'est pas faux. Hein, ça vérifie avant de faire une opération, ça vérifie que l'opération ne va pas générer d'exception. Ceci dit, l'expérience m'a montré que c'est bien pratique parce que les pull for implicit check arrêtent immédiatement le programme en cas de problème et il vaut mieux que le programme s'arrête en phase de développement à l'atelier plutôt que de laisser partir une machine avec un bug et que le bug se découvre chez le client final quand on a des contraintes et une forte pression de production. Voilà. Un bug, plus il est corrigé tôt et moins il est impactant, moins il coûte cher. Voilà. Donc n'hésitez pas hein, à les mettre, à les laisser. Hein, voilà. Quand on arrive à des problèmes de charge CPU, l'expérience m'a montré qu'on a beaucoup d'autres pistes à creuser avant d'aller supprimer les pull for implicit check. Considérez les pull for implicit check comme une ceinture de sécurité. Voilà, en cas de bug, et on en fait tous, moi le premier. En cas de bug, on est bien content d'avoir eh bien, ces informations-là pour trouver et corriger le bug. Un mot sur la temporisation de démarrage pour le CERCOS, notamment lorsqu'on a un SLC. Alors, ici, nous sommes en simulation, c'est pas impactant. Si vous faites une machine sans contrôleur de sécurité SLC, juste avec un relais Préventa, ça ne vous concernera pas non plus. Cependant, quand on utilise le Safety Logic Controller connecté sur le CERCOS, ce device nécessite un certain temps au démarrage et nécessite notamment que le LMC ne démarre pas trop vite, ne démarre pas plus vite que le LMC. Donc pour gérer ces temporisations de démarrage, on a ici un POU, SR Gestion Cercos. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, je vous laisserai le regarder si ça vous intéresse. C'est un code qui est très simple, hein. On n'a pas beaucoup, on a une centaine de lignes, c'est très aéré, c'est très simple. Voilà, ça sert à ralentir le Cercos au démarrage, sachant que on a une temporisation ici, par exemple, le boot delay. Faites attention, cette temporisation-là dépend de la configuration du nombre d'équipements qu'on aura sur le bus Cercos. Là, 45 secondes, c'est pour une machine où j'ai 14 axes et une petite dizaine de slices safety. Voilà. Si on en met moins, ça sera plus court. Si on en met plus, ça sera plus long. Donc sachez que ce paramètre-là se met au point en phase de démarrage. Voilà. Quand on n'a pas de SLC ou quand on est en simulation, tout simplement, il y a une variable globale ici qui est à true. Comme je suis en simulation, je l'ai mise, pardon, elle est à false, donc je ne veux pas de temporisation de démarrage pour le SLC. Donc elle est à false, not false, ça fait un trou. Donc quand je suis en simulation là, immédiatement dès le lancement, je mets à true ma variable boot delay finished. C'est-à-dire que je considère que j'ai fini de booter, je peux aller plus loin. Si ce n'est pas le cas, ici je gère les temporisations, les réarmements automatiques du Cercos pendant les phases de boot avec un SLC. Bon, vous pourrez étudier ce code, il est vraiment pas compliqué à comprendre. Il présente peu d'intérêt pour le sujet principal de ces chapitres qui est la robotique. WebVisu et Teach Pendant. Ah, ça c'est quelque chose de très intéressant. Donc, je me reconnecte et je vais revenir sur les parties robotiques. Donc, voilà, imaginons que je ne sois pas, je ne sois pas connecté avec mon PC et que j'ai une interface minimaliste sur ma machine. Eh bien, je peux vouloir ici, alors, je suis pas sur les bonnes adresses. Alors, c'est l'effet démo, ça marche toujours ça, l'effet démo. Alors, visu de service, voilà.
Alors là, bon, je commence par celle d'après. Donc la visu de service. Ça, c'est une visu, donc c'est une web visu. On y accède par un navigateur Internet, l'adresse du contrôleur, le port et l'adresse de la page service.htm. C'est une visu qui sert pour les gens de maintenance de service. Par exemple, tous les ans, quand il faut changer les courroies sur le robot SCARA, qui est une opération régulière, normale de maintenance, avec cet outil, on va pouvoir connaître les angles des bras, avoir accès à un certain nombre de données internes et pouvoir faire la calibration initiale suite à un changement de courroie. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas comment on fait une calibration de robot, c'est pas dans le service des ADE, mais voilà, c'est implémenté, ça existe. La deuxième visu va être plus intéressante, c'est le Teach Pendant. Donc c'est le même principe, on donne l'adresse IP du contrôleur et on va pouvoir accéder finalement à quelque chose qui est homogène à ce qu'on voit là, qui va permettre de piloter le robot. Donc je suis en stop, je vais passer en mode manuel, je vois que j'ai une réplique. Hein. Alors, ici, je le commande par Internet Explorer. Il faut se dire que je pourrais le piloter par un téléphone ou une tablette. Il suffirait que j'ai une passerelle donc Ethernet vers Wi-Fi et que je connecte téléphone ou tablette sur ce Wi-Fi-là pour être en point à point sur le device. Je vais sélectionner l'axe A. Je vais pouvoir jogger. Je vais mettre une vitesse un peu plus grande, donc 25 degrés par seconde. Voilà. Je jogue l'axe A, je jogue l'axe B, je peux jogger en cartésien. Je vais aller plus vite, 50 mm par seconde. Voilà, on pourrait également avoir un IHM avec un navigateur web intégré, on pourrait le piloter de la même manière. Je vois mes retours de position, je vois la configuration des bras, je peux voir le journal de diagnostic si j'ouvre une porte et que je reviens sur la web visu. Voilà, je vois ici que j'ai le défaut Emergency Stop. Donc c'est un teach pendant, ça peut aider pour des phases de mise en service. Voilà, ça existe, je répète, l'adresse IP, le port, /teach.htm. Si vous êtes intéressé pour voir où est-ce que ça se configure, sans rentrer dans le détail, c'est dans l'onglet Web Visualisation. Web Visualisation. Alors, voilà, c'est ici. Voilà. J'ai une web visualisation pour le service et pour le teach. Donc je donne quelle visu je lance, comment s'appelle le fichier HTM, la période de rafraîchissement. Voilà. Web visu, teach et service. Le Pocket Service, donc le Pocket Service, c'est quelque chose qui permet de faire du diagnostic à partir d'un iPhone. Important, iPhone, la version Android n'existe pas pour le moment. Donc c'est du code et une librairie à rajouter ici. Hein, on a une configuration à faire pour le téléphone. Je vous en parle pour vous dire que ça existe. Il existe un certain nombre de documents sur le sujet. Si vous en avez besoin, revenez vers moi, je vous les indiquerai. Je ne rentre pas dans le détail pour le moment. Voilà, nous arrivons au terme de ce chapitre sur lequel je voulais vous présenter un certain nombre de compléments qui ne sont pas purement de la robotique, mais qui sont importants à connaître et qui peuvent aider beaucoup dans la phase de développement et de mise en service.